Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Alors, c'est avec grand plaisir que je reçois à nouveau cette année, à titre d'analyste politique, M. Daniel Bernard. Monsieur Daniel, bonsoir. Salut, Gaby. Passez un bel été? Oui. Bon. Oui, début de saison. Puis je suis content de participer à ton début de saison de retour. Merci beaucoup encore de l'invitation. Ça nous fait toujours un plaisir. Puis les gens m'en parlent beaucoup. Les gens, contrairement peut-être à ce qu'on peut penser, les gens, très souvent, on se dit, bof, les gens s'en foutent de la politique aujourd'hui. Mais non, c'est quand on fait des émissions comme je fais avec vous, avec Maître Marc, et puis bon, mes analystes politiques, Christine Moore, puis tout ça, bon, que je m'en fais parler beaucoup, puis que je m'aperçois que les gens sont pas si indifférents que ça. Peut-être qu'ils n'en parlent pas à haute voix beaucoup, mais une chose est certaine, c'est que les gens suivent la politique beaucoup plus que j'aurais pu imaginer. Alors, c'est pour ça que c'est plaisant de recevoir des analystes politiques, puis ces émissions-là sont bien suivies. Une petite mise au point. Maître Daniel, ben oui, maître analyste politique. C'est ça. On voit que tu l'aimes beaucoup. On va changer de sujet. Daniel, on va juste... je vais faire une mise au point que je fais avec mes émissions politiques parce que vu que cette année, c'est vraiment exceptionnel. Alors, pour des mesures que je disais exceptionnelles, cette émission a été enregistrée à la mi-août, plus précisément le 18 août en après-midi. Vous comprendrez qu'entre la mi-août et la date de la diffusion de cette dernière émission, soit le 29 septembre, il s'est écoulé plusieurs semaines et que le calendrier politique peut avoir changé. Alors, nous y allons avec les faits connus aujourd'hui, le 18 août. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer. Ce qui explique mon bronzage d'été, là, je pense, en septembre. Explique... oui, c'est ça. Ben, il sort de vacances. Bon, on l'a sorti de vacances. Alors, cette émission, comme je le disais, est enregistrée le 18 août et diffusée le 29 septembre. Alors, au moment de l'enregistrement, on connaît la date du scrutin fédéral, soit le 20 septembre, mais nous ne connaissons pas les résultats de cette élection au moment de la diffusion. Alors, on va jouer au devin un peu. Après ça, on va s'en aller vers la politique provinciale le plus possible. Alors, gagnant, quel parti? Minoritaire ou majoritaire? L'avenir politique possible des chefs, parce que ça, c'est toujours une question qu'après une élection, que ce soit fédérale ou provinciale, il y a toujours le véritable enjeu après, c'est qu'est-ce que les chefs vont faire? Est-ce que je vais être là à la prochaine élection, etc. Fait que c'est un peu ce que l'on va parler avec mon invité, M. Daniel. On va jouer au devin, tiens, un petit peu. On est le 18 août. On n'a aucune idée, ou à peu près. D'après vous, M. Bernard, qui peut remporter cette élection-là? Parce qu'il ne faut pas oublier là, que lorsque l'émission va passer, on va savoir. Savoir. Moi, je veux savoir si vous êtes bon devin. Oui, j'étais pas si mal à la dernière élection provinciale. OK. Mais dans le contexte actuel, on en a parlé un petit peu avant à l'émission, ce que je sens actuellement, c'est que ça devrait rester à peu près pareil. Je m'attends encore à un gouvernement libéral, mais encore minoritaire, mais très proche de la majorité. Moi, je pense que les libéraux vont faire quelques gains. Ils ont besoin de 15 sièges, mais ils les auront pas tous. Quelques gains aux dépens de... Peut-être pour le Bloc ici, des conservateurs en Ontario, peut-être, et possible aussi du côté des Maritimes, parce que comme M. Trudeau avait perdu, les libéraux avaient perdu leur majorité, ils avaient perdu beaucoup de sièges dans les Maritimes. Oui, beaucoup. Puis là, avec la pandémie, je pense qu'il est probable qu'ils vont aller rechercher à cet endroit-là. Les conservateurs, d'après moi, vont en perdre dans l'Ouest, mais au dépend plus du NPD. C'est ça. Je suis convaincu que le NPD va faire des gains, puis même peut-être au détriment de quelques libéraux en Ontario. Alors, c'est pour ça, je pense qu'au final, ça va rester libéral minoritaire, des gains, mais il n'y aura pas les 15 qui y manquent pour la majorité. Parce qu'à la dissolution, c'était 155 sièges pour les libéraux. Ça en prend 170 pour avoir la majorité.
Il y en a 78 au Québec. Il y aura, d'après moi, le Bloc, ça va être sa partie forte, c'est sûr, parce qu'il est seul ici à présenter les candidats. Mais seulement que si on regarde tout ça, aller chercher, comme vous l'avez si bien dit, 15 sièges, ça paraît, c'est rien que 15 sièges sur 300 quelques, oui, mais c'est d'aller chercher ces 15 sièges-là. Et où ça va jouer dur, j'ai l'impression, au Québec. Et là, on en parle pour le futur, même si c'est passé au moment où, que l'on parle. Mais il reste que il va y avoir des chaudes luttes dans la région de Québec. J'ai l'impression, beaucoup, et le Bloc va vouloir poser ces pions-là, mais c'est pas certain, ça va être difficile. Qu'est-ce qui va être intéressant de voir dans l'élection actuelle, c'est que ça va encore reposer sur la popularité des chefs. Voilà. Pour la raison simple, c'est que les parlements ont très peu été actifs ou ils ont été de manière virtuelle. Et avec la pandémie, on n'a pas vu vraiment les députés proprement dit en action. Voilà. Alors, ça veut dire, puis certains, on n'a qu'à penser ici, qu'on les a vus dans des annonces ou des choses comme ça, mais pas dans les activités, moins de dossiers sur lesquels on puisse faire valoir. Donc, ça va être encore de la popularité des chefs. Et c'est ça qui va toujours aider, je pense, M. Trudeau. Et on le sait, les candidats aiment le contact humain. Vous avez été candidat déjà, vous avez été député. Puis, pour vous aussi, je suis persuadé, le contact humain, c'était important d'aller serrer des mains. Oui, définitivement. J'adorais ça. Oui, exactement. Puis, à peu près tout le monde qui se présente en politique adore ça. Sauf que, lors de la pandémie, il y a eu un frein là-dessus. Ça a dérangé, entre autres, le premier ministre du temps. On ne sait pas si c'est encore lui qui va être là, mais ça l'a dérangé parce que M. Trudeau aimait beaucoup les contacts charnels, si on peut appeler le présentiel. Voilà, exactement. Fait que tout ça mis ensemble, c'est un peu aussi, c'est rare que je me mouille, là, j'aime pas ça parce que j'ai pas le droit, entre parenthèses, malgré que c'est un droit qu'on peut prendre. Alors, tu peux faire tes projections tant que tu prends pas parti pour un... Voilà, exactement, c'est ça. Et ma projection aussi, c'est un peu comme la vôtre, aller chercher 15 sièges de plus. On ne peut pas dire que c'est mission impossible. Non. Absolument pas. Mais par contre, mission très, très, très difficile. Alors, c'est un peu aussi mon opinion qu'on peut se revoir avec un gouvernement libéral, encore une fois, minoritaire. On aura dérangé tout le monde en temps de pandémie, 4e vague, et puis pour 600 quelques millions de dollars plus loin. C'est un peu... est-ce que ça peut... On va finir avec ça. Est-ce que ça peut jouer l'avenir de quelques chefs, et j'entends par quelques chefs, M. Trudeau et M. O'Toole surtout? Est-ce que ça peut jouer leur carrière politique? M. O'Toole, je dirais, comme il vient d'arriver, OK, ça fait quand même pas si longtemps qu'il est en poste. Lui, demain matin, même s'il est chef de l'opposition officielle, il n'est pas en danger. Mon feeling, il n'est pas en danger. M. Trudeau... Ils vont lui reprocher tout le temps d'avoir envoyé le peuple en élection pour à peu près pour rien. Oui, je ne sais pas ce qu'on va faire, mais du côté de M. Trudeau, plusieurs déjà voient Mme Freeland comme prendre la place. Alors, si c'est un mandat majoritaire, je suis convaincu que M. Trudeau, peu importe, ou même minoritaire, il n'est pas là à la prochaine campagne. OK? Si c'est majoritaire, il va laisser la place à Mme Freeland. Puis même si c'est à court terme, qui est minoritaire, il va peut-être laisser la place aussi pour la prochaine élection. Tandis que du côté de M. Singh, ça va être difficile. Puis du côté du Parti vert, il y a tellement de bisbilles que eux, c'est sûr que Mme Paul est contestée beaucoup. Ouais. Puis dépendamment de ce qui va arriver, M. Singh, qu'est-ce que le NPD va faire? S'ils font des gains, ils s'en sortent. S'ils se maintiennent au niveau qu'ils sont actuellement, je pense qu'il va y avoir beaucoup de pression. Très vitement, Parti populaire du Canada avec M. Mad. M. Mad. Ça va toujours y voter, ça. Il n'y a rien. On n'a même pas besoin d'en parler. Non, c'est parce que c'est vraiment... je pense que lui, là... il n'a pas été élu la dernière fois dans son propre comté. Puis là, il ne le sera pas encore. Alors, puis j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va avoir comme candidat. mon Dieu.
Allez essayer de trouver des candidats pour un parti comme ça. C'est pas mission impossible, mais c'est quand même mission très difficile. Ouais. Fait que tout ça, on va voir ça lorsque l'émission va être en ondes le 29 septembre. On aura déjà les réponses à tout ce que c'est qu'on vient de parler. Fait que là, ils vont dire... M. Bernard et M. Lacasse, c'est deux pourris, ils connaissent pas. Ils connaissent pas politique. Ils sont forts, hein, ils sont arrivés pas loin. Monsieur Daniel, on va aller en politique provinciale. On en avait parlé un peu il y a peut-être pas loin d'un an passé. Et ça avait été vague un peu parce qu'on en avait très, très peu parlé. C'est Énergie Saguenay. Le gouvernement a mis, comme on dit, la switch à off. J'aime pas l'expression anglaise, mais le gouvernement a fermé le courant là-dessus. Bonne ou mauvaise nouvelle? Ben, je vous dirais, moi, personnellement, j'ai tout le temps dit, quand on parlait de ce dossier-là, que la décision se prendrait sur le dossier de GNL au Saguenay et non sur le dossier, le volet du gazoduc. Ça c'était clair. Et moi, dans ma tête, je pensais pas qu'elle allait passer à cause des impacts environnementaux. Et c'est ça qu'on voit, particulièrement pour le fjord. Alors, moi, je suis pas trop déçu à cet égard-là. Et l'autre chose que, à un moment donné, pour avoir parlé de ce projet-là, oui, c'est un gros projet. Il y avait beaucoup de milliards de dollars. Tu crées de l'emploi pendant la période de construction. Et après ça, tu en as à peu près plus. C'est un roulement. Tu vas avoir 100 personnes, 200 au maximum pour faire rouler les installations. Donc, pendant la période de construction, oui, tu as un boom, mais après ça, tu reviens à peu près au même niveau antécédent. Donc, moi, je pense que c'est pas une grosse prête, mais là, il faut que le gouvernement donne un coup de main pour peut-être diversifier l'économie là-bas puis supporter d'autres projets. D'ailleurs, il en a annoncé quelques-uns et il y a d'autres projets. Donc, globalement, moi, je pense pas que ce soit... Parce qu'on dit que le promoteur n'a pas réussi à faire la démonstration que ça contribuerait à une diminution mondiale des gaz à effet de serre. C'est ça, surtout. Ça, moi, je suis d'accord, mais je pense que le principal, ce qui est arrivé là-dedans, c'est le manque de financement. On s'est retiré beaucoup. Oui, tu as entièrement raison là-dessus. Les plus gros... il y avait Warren Buffett qui avait été un des premiers qui avait mis l'argent puis qui s'était retiré parce que maintenant, les investisseurs regardent beaucoup la perception. L'image de la perception pour être vert. Et il y a beaucoup maintenant de fonds, des institutions, des fonds qui investissent et ils vont investir dans des projets verts. On a une tendance qui s'en va de plus en plus vers ça. Donc, les promoteurs se sont retirés. L'autre volet que tu parlais pour la baisse des émissions de gaz à effet de serre, et la chose qu'il faut comprendre, puis c'est quand même à dire, c'est qu'on est privilégié au Québec. OK? On a de l'hydroélectricité, on a des énergies propres. Dès que tu sors du Québec, puis du Canada en particulier, on s'en va vers le nucléaire ou le charbon. L'énergie nucléaire, c'est celle qui a zéro impact sur les gaz à effet de serre. Exactement. Il y a d'autres problèmes avec elle. Mais dans beaucoup de pays en développement ou ailleurs, c'est le charbon. Et le volet, à ce moment-là, de GNL, c'était d'envoyer du gaz naturel en remplacement du charbon. Ça contribue à l'amélioration pour les gaz à effet de serre, mais pas autant que les gens voudraient l'avoir. Donc, mais il n'y a pas le choix dans les autres pays. Ils n'ont pas d'hydroélectricité. Ils n'ont pas, exactement. Puis l'éolienne ne pourra pas tout remplacer non plus, ni le solaire. Alors, le débat va se continuer encore. Mais on ne perd pas grand-chose pour... Est-ce que ça veut dire... Est-ce qu'il y a encore un avenir pour les projets fossiles? Définitivement. Définitivement, parce que prenez tout le transport. OK? Pour comprendre, là, on a vu une diminution avec la COVID pour le transport aérien. On a vu que la consommation de pétrole a baissé, mais on ne remplacera pas tout. Et je reviens encore que les voitures électriques, entre autres, qu'on parle beaucoup, ça fonctionne dans les pays industrialisés. OK? Ici, les pays pauvres ne peuvent pas se payer des voitures électriques puis transformer leur énergie. Et d'autant plus que tu fais rien que changer 4,30 sous pour une pièce, comme on dit, parce que tu mets un véhicule électrique, mais pour charger ta batterie, tu prends de l'énergie au charbon. Oui. Alors, au final, tu demeures toujours dépendant de l'énergie fossile.
Fait que ça veut dire que il y a encore un certain avenir Oui, pour... définitivement. M. Bernard, on va parler de l'avenir du Parti québécois. Le Parti québécois a seulement 7 sièges à l'Assemblée nationale. C'était la plus mauvaise élection du Parti québécois en 2018, c'est ça, 2018? Oui. C'est ça. Est-ce que le Parti québécois joue son avenir en 2022, à la prochaine élection? Est-ce que le Parti québécois joue son avenir? Peut-être pas son avenir, mais ça va être une période critique et charnière. Comme je pourrais le dire aussi, un peu pour le Parti libéral aussi. OK? La prochaine élection, elle va être très importante pour ces deux partis-là. Le Parti québécois, il y a une plus haute pente à remonter, c'est certain. C'est certain. Il y a un jeune chef que je ne suis pas sûr qui va faire des gains dans la population. La cause souverainiste est maintenant autant portée par Québec solidaire et Mme Martine Ouellette qui a créé son nouveau parti, elle aussi. Donc, la difficulté du Parti québécois, puis je dirais des partis souverainistes, c'est qu'ils sont éclatés. Il y en a trop. Il y en a trop. Donc, tu divises les forces ou les intérêts. Le Parti québécois, qui avait toujours été maintenu sa force, il réussit à faire la coalition entre des gens de gauche, de droite. Il réussissait à les faire travailler ensemble pour une cause commune, mais ça n'existe plus. Alors, moi, actuellement, je vois la tendance, c'est Québec solidaire qui risque de prendre beaucoup plus la place, même à la prochaine élection. Ne serait-il pas temps, M. Bernard, d'arriver, puis on s'assoit, tout parti souverainiste confondu, peu importe ceux qui ont des tendances à la souveraineté, ceux qui avouent leur souveraineté à 100%, de s'asseoir à une table et dire là, c'est assez. On divise nos forces en 3, 4, 5, 6 comtés, je veux dire, partis. Il serait pas temps d'arriver puis de dire on s'assoit tout le monde, on s'en va dans la même direction tout le monde, on fonde un nouveau parti, peu importe, mais autre qui porte le nom du Parti québécois, un autre parti souverainiste, puis là, on s'en va tout le monde dans la même direction, puis on arrête de diviser nos votes. Il serait pas temps de faire ça. Quand le Parti québécois a été créé, c'était exactement ça. Tu avais le RIN qui était là, puis tu avais d'autres factions qui sont regroupées ensemble sous le Parti québécois. OK, ça a été ça. Il y a eu des tentatives avant la dernière élection de se regrouper, de se réunir encore une fois, le Parti québécois et Québec solidaire. Ça a avorté. Ce qu'on a actuellement, puis moi, je pense que ta solution, si les partis de gauche veulent un jour reprendre le pouvoir, les partis souverainistes, ils n'auront pas le choix d'aller vers ça. Parce que tant qu'ils vont rester là, globalement, quand tu additionnes tous leurs votes de chacun des partis, tu atteins à peine 40 %, puis on se rapproche de plus en plus de 30 %. Oui. Et l'autre chose aussi, c'est que la population, de manière générale, des chicanes de partis, ils n'aiment pas ça. Alors, donc, tu incites les gens à aller voter ailleurs. Et d'ailleurs, quand les gens on interviewe les gens sur la rue pour qu'on leur parle du Parti québécois, puis qu'ils disent « Ah, moi, j'ai déjà été souverainiste, mais là, je suis tanné des chicanes internes, puis là, à tout bout de champ, il y en a un qui part, un autre revient, un autre arrive, un autre s'en va. On est tanné de ça. Exactement. On s'est lancé vers un autre parti. Exactement. Puis c'est un peu la CAQ aussi qui a ramassé tout ça. Effectivement. Puis ce volet nationaliste, ils sont allés le rechercher. Et l'autre chose qui a beaucoup changé aussi, c'est que les nouvelles générations, les jeunes, sont de moins en moins souverainistes. Okay? Les frontières avec l'Internet, l'ouverture internationale, les gens font partie du Canada, font partie de la planète. En sens stricto, c'est de dire pourquoi, qu'est-ce que j'aurais de plus à être indépendant au Québec, ça les interpelle plus comme ça interpellait notre génération dans le temps. Tu sais, ils veulent tous parler anglais.
Ils veulent voyager, apprendre d'autres langues. Dans les entreprises, maintenant, c'est beaucoup plus des patrons francophones que qu'est-ce qu'on a connu à l'époque. Donc, toute la dynamique qui avait amené le mouvement souverainiste dans les années 60 n'est plus là, n'est plus la même. Puis tous ceux qui étaient souverainistes dans les années 80, même 90, aujourd'hui, ces personnes-là sont rendues à 60 ans et plus, ou à peu près, puis ça les intéresse plus, ou à peu près plus aujourd'hui. Puis la relève ne s'est pas faite. Ouais. Et puis je te dirais aussi, regarde dans le contexte actuel qu'on vient de vivre, OK, le bienfait d'avoir été faire partie du Canada avec toutes les sommes d'argent que le gouvernement fédéral a mis pour supporter l'économie dans toutes les provinces confondues. Québec seul n'aurait pas été capable de tout mettre en place, les programmes auxquels on a... Alors ça, pour plusieurs personnes, on va le voir d'ailleurs dans le résultat dans l'élection du 20. On va voir l'impact, justement, comment M. Trudeau va s'en être servi, s'il va avoir été récompensé, son gouvernement, pour tout ce qu'ils ont fait. Juste une dernière question sur ça, avant de passer à un autre sujet. Comment on explique que, bon, avant la dernière élection, qui est déjà là, passée selon notre diffusion, elle est passée, on ne sait pas comment le Bloc a amassé de comtés au Québec, mais comment, si on prend le nombre de députés à la dissolution de la Chambre, qui était de 32 à ce moment-là, sur 78, et au Québec, le Parti québécois a amassé 7 députés seulement. Mais là, il est rendu à 7 parce qu'il y en a qui sont partis. 7 députés versus 32, c'est là que ça... Entre parenthèses, ça ne marche pas. Autrement dit, parce que le Bloc, c'est le petit cousin du Parti québécois. Oui, mais qu'est-ce qu'on... Si tu prends à ce moment-là, par exemple, le vote de Québec solidaire et du Parti québécois, t'atteins pas encore le niveau du Bloc. Qu'est-ce qui est la faiblesse qu'est-ce qui explique ça? C'est qu'au niveau provincial, entre autres, la CAQ, qui est un parti qui est un peu vu comme les conservateurs, ont fait beaucoup de gains. Oui. Mais quand on passe à l'autre échelle d'élection, ça suit pas à cet égard-là. Les gens, ils ont plus de partis pour se exprimer le vote. Et c'est pour ça que ça devient de plus en plus difficile maintenant pour, par exemple, des partis qui ont, entre guillemets, comme les libéraux provinciaux fédéraux, on voit la même tendance aussi. Les gens font vraiment une distinction entre les deux niveaux les deux paliers de gouvernement, comme la même chose au niveau municipal versus le niveau palier provincial. Voilà, exactement. Mais juste une parenthèse. Par contre, en 2018, 690 000 personnes québécoises ont voté pour le Parti québécois et ce parti est toujours en tête du financement populaire et compte 45 000 membres. C'est un peu difficile à comprendre tout ça parce qu'il est en tête pour le financement. Beaucoup de gens ont voté, mais les votes se sont dispersés. C'est pour ça que c'est qui est arrivé. Mais il reste que ça ne monte pas. Non. C'est ça. Est-ce que c'est la faute du chef? Est-ce que... Moi, je pense qu'il y a eu là un gros décalage. Quand Mme Marois, on se reporte un petit peu plus tard, avant le temps, Mme Marois, lorsqu'elle a déclenché des élections, puis tout le monde lui disait « Non, Pauline, c'est pas le temps », puis elle a déclenché des élections. Je pense que c'est là qu'elle a été à l'encontre de ses membres beaucoup. Est-ce que ça peut avoir partie de là, ou bien non? Si c'est plus grave que ça, c'est plus profond que ça. Je te dirais, je reviens encore à la base que qu'est-ce qui fait la popularité d'un parti? C'est le chef. OK? Autant remonte dans les bonnes années, si on parle du Parti québécois, tu parles de M. Lévesque, etc. Et dès que Mme Marois a quitté, à ce moment-là, il a passé 4 chefs. Oui. Puis c'était des chefs qui étaient controversés dans la population. OK? Quand on parle de M. Lisée, après ça... de Québécois, M. Pellado. C'est pas des chefs qui vont être charismatiques. Non. Et M. Plamondon ne l'est pas.
À l'opposé, on a M. Legault on voit qui est pratiquement à diapason avec la population. Les gens se voient. Donc, c'est là que c'est vraiment là que ça se passe, c'est le chef. Puis c'est pour ça que la prochaine campagne provinciale, actuellement, je vois pas grand chef qui peuvent vraiment atteindre la notoriété de M. Legault. Si on en parle justement de ça, M. Bernard, selon vous, comment vous jugez le parti de la CAQ vis-à-vis de la pandémie? Comment est dirigée cette pandémie-là par le gouvernement? Est-ce que c'est satisfaisant? Moi, je dirais que oui. Ils l'ont manqué quand la pandémie a éclaté. OK? Le gouvernement n'était pas prêt. Il avait pris des mauvaises décisions à l'époque. Quand il a sorti les gens des hôpitaux qu'ils ont envoyés dans le CHSLD, on a vu l'impact, puis c'était pas prêt. Toutefois, après ça, ils se sont globalement remplacés. Corrigés. Puis, je regarde la population. Fallait être osé, il fallait être fantasme quand ils ont décidé de mettre le couvre-feu, quand aucune autre province le faisait. Ils parlent du passeport vaccinal, les gens sont d'accord. Donc, ils mettent en place, puis je considère, pour le moment qu'on se parle, entre autres, ils venaient d'annoncer la vaccination obligatoire pour le personnel de la santé, puis probablement qu'il va en avoir plus au moment que l'émission va passer, le réseau de l'éducation. Donc, ils font bien, les gens sont contents par rapport à leur travail. Il y a d'autres aspects que moi, je suis pas content, mais si on parlait exclusivement de la pandémie, ils ont bien fait. Le reste, quand je vois le troisième lien, puis ils tiennent à des promesses, des engagements électoraux, tant qu'à moi, qui n'ont pas de sens, puis qui continuent à les faire quand même dans un contexte quand même financier difficile. Puis ça, j'ai des difficultés avec ça. C'est sûr, parce que j'en reviens toujours là, quand il disait, on construit l'avion en vol, puis il y a un morceau qui ne fait pas, on va l'enlever, on va le changer pour un autre morceau. C'était ça, en fin de compte, parce qu'on n'avait pas vécu ça, personne. Non. Puis il faut être indulgent là-dedans. On vit quelque chose d'exceptionnel que nos lois, nos règlements, puis n'étaient pas faits pour. On avait tellement d'autres questions encore. Entre autres, l'attitude de Dominique Andelade, parce que il y a des gros noms autour d'elle qui sont partis. Je ne sais pas, là, c'est probablement pas trop bon signe à l'aube d'une élection provinciale très bientôt. Puis je te dirais, pour tous les partis confondus, quand un parti n'est pas populaire, aller chercher des noms pour avoir des bons noms sur une campagne électorale, c'est difficile. Et prenons dans l'exemple qu'on a eu ici, pour les libéraux, là, pour la campagne fédérale, que c'est quelqu'un qui est même s'il est originaire de la région, qui arrive de l'extérieur, on voit que c'est difficile quand un parti populaire n'est pas populaire, aller chercher des candidats de Québec. J'aurais voulu parler de M. Duhaime, notre ami Éric avec le Parti conservateur du Québec. La CAQ n'a très peur de la région de Québec. Il va probablement faire des gains ou permettre à d'autres partis de passer. Exactement. On aurait encore passeport vaccinal qu'on aurait pu parler. On va vous réinviter. Ben d'accord. On va vous réinviter. Puis, au moment où l'on se parle, on ne connaît pas les résultats du fédéral, mais au moment de la diffusion, on va voir si vous et moi, on a été de bons juges à ce moment-là. On dira, après ça, on demandera aux gens s'ils veulent me réinviter ou non. C'est moi qui décide. Merci beaucoup, M. Bernard. Merci Très agréable. OK, merci. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de On s'en parle. Au revoir et bonne semaine.